Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. 18h passées de 15 minutes, vous suivez le Grand Dialogue de Studio Tamani en direct sur 85 radios et en live sur Facebook également. Ce soir, nous allons parler de la journée mondiale de la radio qui va être célébrée demain, samedi 13 février 2021. Pour en débattre, nous avons trois invités sur ce studio. Il s'agit de Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Koumbaba, animatrice de l'émission radiophonique Moussoya, et Michel Beré, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle. Moi, je suis Mouhamadou Touré. Chers auditeurs, téléspectateurs, invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Au cours de ce débat, nous allons beaucoup plus parler du thème qui a été choisi par l'UNESCO pour cette édition 2021. Il s'agit de Nouveau Monde, Nouvelle Radio, Évolution, Innovation, Connexion. Alors, le thème principal, c'est les radios du Mali. S'inscrivent-elles dans cette dynamique? On va poser la première question à M. Bandjougou Danté, qui est le président de la Maison de la Presse et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Bandjougou Danté, parlez-nous de l'évolution des radios au Mali. Merci. Et moi, je suis Mahamadou. Les radios au Mali ont connu une évolution rapide. Évolution par rapport au nombre, évolution par rapport aux moyens et évolution par rapport aux hommes. Si nous prenons l'évolution par rapport au nombre, à la faveur de mars 1991, nous avons connu une ouverture démocratique. Et cette ouverture démocratique s'est accompagnée par une ouverture du paysage médiatique. Et les médias les plus accessibles fut la radio. C'est pourquoi, d'une dizaine de radios, nous revendiquons aujourd'hui près de 500 radios. Évolution en termes de ressources humaines, le Mali a connu sa première école de journalisme il y a seulement quelques années. Mais la radio a été un outil qui a toujours accompagné le développement. Parce que les zones dans lesquelles l'école est absente, les zones dans lesquelles les centres de santé ne sont pas en nombre suffisant, les zones dans lesquelles les ingénieurs d'agriculture ne peuvent pas être là pour conseiller les agriculteurs, la radio a été cet outil-là qui a permis de toucher les zones les plus reculées du pays. Donc, dans cette évolution, nous avons vu depuis quelques années la montée d'une nouvelle jeunesse bien formée dans les écoles étrangères et même au niveau des écoles nationales, ayant bénéficié également de formations pointues qui s'essayent dans la radio et qui font de ce métier un bon métier. Bien que des difficultés existent, bien évidemment, on peut en parler si vous le désirez. Évolution par rapport à la technologie, de l'analogie, petit à petit, nous rentrons dans le numérique. Donc je pense que pendant c'est le quart de siècle passé, les 25 dernières années, l'évolution a été fulgurante sur tous les plans. La radio fut le média le plus accessible, disiez-vous tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce qu'elle est toujours le média le plus accessible au Mali? La radio reste le média le plus accessible, le plus démocratisé, dans la mesure où la radio a compris qu'aujourd'hui, qu'il ne s'agit pas seulement de se limiter au poste radio et qu'il faut aller chercher cette nouvelle jeunesse là où elle se trouve, notamment dans les smartphones. Alors, Koumbaba, cette évolution des radios au Mali, comment l'avez-vous vécue? Aujourd'hui, vous êtes animatrice d'une émission radiophonique Moussoya. Comment avez-vous vécu cette évolution dans le pays? Merci beaucoup, Mamadou. Avant de parler de l'évolution, je voudrais d'abord demander l'indulgence de mon maître quand même, parce que vous avez le président de l'URTEL et maintenant de la Maison de la Presse qui est avec nous, qui est particulièrement mon camarade à moi, et vraiment partager ce plateau avec lui, je pense que c'est vraiment un honneur. Et à toi aussi, je dis merci parce que je vois que tu as tenté une fois de plus de respecter le quota, les fameux 30% en faisant cet honneur d'être sur ce plateau et le partager avec d'éminentes personnalités. Et aussi, je dirais, bonne commémoration, une très belle commémoration à nos auditeurs et auditrices pour lesquels nous existons et qui nous donnent toujours ce fuel
donc ce carburant pour pouvoir continuer. Et à tous nos confrères et nos consoeurs, les amateurs amatrices de la radio, nous souhaitons une très belle commémoration de cette 10e édition de la Journée internationale ou mondiale de la radio. Est-ce qu'on a évolué? Je pense qu'on a évolué. Ce n'est pas seulement que des hommes, mon Karamoro, mais c'est aussi maintenant des femmes. Et beaucoup de femmes aussi. Non, les hommes avec grand âge, je n'y crois pas. Si on peut dire homme avec grand âge, alors ça devait être femme avec grand F. Parce que quand même, jusqu'à preuve du contraire, c'est les femmes qui enfantent. Donc tout le monde est membre de nos ventres, de nos tripes. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on dise aussi femme avec grand F. Donc les femmes avec petit F et grand F occupent maintenant les médias. Et nous avons aussi compris qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, et beaucoup de personnes souvent nous disent « Ah, le pouvoir, ça s'arrache, les femmes, vous êtes très timides, vous ne voulez pas participer au débat. » Je pense que petit à petit, on a démontré que nous sommes plus que présentes et nous voulons aussi parler des préoccupations qui nous concerne et participer aussi au débat par rapport aux questions de la nation. Donc nous avons beaucoup évolué sur ce sens. Nous avons aussi évolué par rapport à, comme Bandjougou l'a dit, par rapport aussi au choix de la technologie. La radio, je ne pense plus qu'elle soit un outil qui existe seul, isolé. C'est maintenant des combinaisons plutôt, en radio, en direct, radio, en différé, parce qu'avec les podcasts... N'est-ce pas plus dans les capitales, dans les villes que dans les zones reculées? Ah, tu seras surpris. Parce que ce que moi je constate, c'est que en tout cas, j'ai eu à visiter beaucoup les coins reculés et j'ai vu que toutes les paysannes agricultrices ont un fond qui a du son, parce que c'est comme ça qu'elles appellent, une carte mémoire. Si elles n'ont pas Internet, elles ont une carte mémoire. Et cette carte mémoire-là porte beaucoup d'outils, non seulement que de la musique, de l'information, du baronnie, des théâtres, et des outils même éducatifs. Donc, ce n'est pas seulement dans les capitales urbaines, peut-être même dans la capitale urbaine, je dirais que la dynamique de l'écoute de la radio est différente, complètement différente de la dynamique qu'en font à nos frères et nos sœurs qui vivent dans les zones rurales. Ça a aussi évolué parce que maintenant, nous sommes un peu aussi plus libres au choix des thématiques. Il y a certaines thématiques qui étaient difficilement abordées sur les ondes, surtout quand on parle de ce qui concerne les inégalités ou les questions de violence à l'endroit des femmes et des filles. C'était pas facile d'en parler. On va revenir tout à l'heure sur les différentes thématiques et programmes abordés. Michel Béré, aujourd'hui, la Fondation crée des médias à travers le pays, notamment des radios. Donc la Fondation est beaucoup plus spécialisée dans la création de médias en ce qui concerne le format radio. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous, vous, de l'évolution de la radio à travers le monde? C'est ce qui a été dit par M. Dante tout à l'heure et aussi par Mme Koumbaba. C'est-à-dire qu'on voit ce média qui a toujours une force de frappe absolument extraordinaire. Au Mali, je crois que 90% des gens écoutent, s'informent prioritairement avec la radio. Ça représente plus de 2 heures d'écoute par jour. Et bien sûr, par d'autres moyens, ils écoutent la radio à travers d'autres truchements. Mais souvent, on revient à la radio parce que ce média oral permet de faire passer beaucoup de choses, en effet. Et dans le monde, eh bien, on voit un phénomène équivalent. On voit aussi que, par exemple, en Europe, les taux d'audience dans les radios baissent relativement peu. On a toujours eu peur dans l'évolution technologique qu'un média en efface un autre. Et on s'aperçoit que la radio surnage largement partout et que les gens sont demandeurs, effectivement, d'avoir accès. Et c'est vrai que cet outil est magique puisqu'il entre dans nos foyers à travers un transistor, des piles, et puis bien sûr maintenant à travers l'Internet, à travers d'autres technologies. Mais finalement, c'est le canal d'accès qui change, mais le contenu, la manière de faire de la radio, elle, reste relativement stable, je pense. Et quelle est l'importance d'une radio particulièrement dans une zone en conflit comme le Mali? Alors, dans une zone en crise, en conflit comme le Mali, la radio est essentielle parce que c'est ce qui permet d'abord de maintenir un trait d'union, un lien entre les Maliens. C'est ce qui permet aux Maliens qui se trouvent dans des territoires isolés d'avoir encore accès à quelque chose, une information qui leur permette de se situer, qui leur permette aussi de savoir ce qui se passe dans leur pays, principalement, mais aussi dans le reste du monde. C'est ce qui permet aux Maliens de dialoguer, bien sûr, puisque
comme on le fait maintenant, il y a régulièrement des espaces où les voix des Maliens sont entendues, soit à travers des reportages, soit à travers des dialogues. Ça permet de mettre les gens autour de la table, de le faire en direct. C'est beaucoup plus compliqué de le faire sur le papier. Vous voyez, un dialogue sur une page de journal, je suis pour, je suis contre, c'est pas vraiment un dialogue, c'est deux positions qui juxtaposées. Comme nous le faisons maintenant, nous échangeons, nous rebondissons sur des idées, nous les manions, nous pouvons revenir sur ces idées dans quelques semaines. Et ça, pour ça, il y a pratiquement que la radio qui permet de le faire. La télévision, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué. Ce dialogue existe-t-il à hauteur de souhait au Mali à travers les radios? Je pense que ce dialogue existe à travers la radio. Maintenant, les formats utilisés, les tons utilisés, la méthodologie utilisée peut varier en fonction de la professionnalisation au niveau de chaque radio. Sinon, je crois que toutes les radios au Mali font des émissions interactives. Il s'agit d'émissions qui permettent au public d'intervenir par téléphone. Les courriers sont de plus en plus rares, mais ces débats sont bien animés parce que des gens venant d'horizons divers, écoutant la même radio dans un espace géographique, arrivent à discuter, à échanger sur des questions bien déterminées. Donc je crois qu'effectivement, au-delà d'appeler des invités comme vous êtes en train de le faire sur les mêmes plateaux, le public aussi participe effectivement à ces dialogues à travers une émission. Koumbaba, est-ce que cette participation, est-ce que les femmes sont également au cœur de cette participation des différents dialogues qui sont organisés sur ces radios? Les femmes sont au cœur et je vais peut-être prendre l'anecdote ou l'exemple sur Moussoya. Mais d'abord, je voulais rebondir sur ce que Michel a eu à dire. 80% de Maliens écoutent peut-être la radio parce que chez nous, il faudrait peut-être qu'on rappelle aussi une réalité démographique. Nous avons un taux d'alphabétisation qui est toujours en deçà, c'est-à-dire moins de 40%. Et quand on vient aux femmes, notre taux d'alphabétisation est toujours moins de 25%. C'est-à-dire, si nous prenons sur 100 femmes, nous allons trouver que 75, au-delà de 15 ans, ne sait ni lire ni écrire dans aucune langue. Donc, c'est avec cet outil, la radio qui peut vraiment jouer non seulement un rôle d'information, de sensibilisation, mais je dirais même d'éducation et d'instruction. La radio est très, très puissante à cet égard, mais aussi par rapport à le climat que nous vivons, un climat de guerre, de post-guerre, de début de paix. Je pense que la radio aussi peut être un outil, mais peut être aussi une arme à laquelle nous devons faire aussi beaucoup attention. Maintenant, est-ce que les femmes participent? Oui, les femmes participent, Mamadou, et ça, vous le savez. Si on prend par exemple l'exemple de Moussoya, au début, quand on a voulu concevoir cette émission, c'était pour parler de la problématique des inégalités hommes-femmes, mais nous sommes beaucoup dit qu'on devait parler aux hommes. Donc c'est pour cela le slogan « Mieux comprendre la femme ». Parce qu'on s'est dit la problématique des inégalités ne sera réglée que si les hommes nous soutiennent beaucoup plus dans cette lutte. Et aujourd'hui, je ne peux pas te dire exactement combien nous écoutent à la radio, mais quand on regarde par exemple nos statistiques sur les réseaux sociaux, on est à plus de 80 000 personnes qui nous suivent aujourd'hui, et on voit que 56% de ces auditeurs, en tout cas sur Facebook, sont des hommes. Et quand je libère l'antenne, comme on vient de me dire le président, je vois que sur une période peut-être de 5 minutes, si je dois prendre 10 appels, 8 seront des hommes. Parce que aussi, la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Koumba ou d'Assetou ou de Fatou qui peuvent appeler l'antenne. Parce que toutes les fois que tu parles à l'antenne et qu'un concitoyen, un frère, un papa, un mari t'écoute, tu as à t'expliquer. Ça, c'est la triste réalité de nos jours. Et aussi, nous ne sommes pas éduqués, élevés, en ayant beaucoup confiance en soi, parce que chez nous, se taire, c'est ce qui est une vertu. Le silence est une vertu, et se faire dominer, se soumettre est une vertu chez la femme. Donc, la radio te demande d'élever la voix, de parler de ta conscience. Et ça, c'est une haute rééducation que tu devrais aussi ajouter à ta personnalité. Donc, quand tu veux parler à la radio, c'est la citoyenne qui parle, mais quand tu reviens à toi-même, c'est maintenant la femme, l'épouse, la sœur qui parle. Donc, nous, on est buté à ces réalités-là, que c'est des dualités ou même des pluralités auxquelles nous sommes confrontés, qu'on devrait aussi élever. Et les radios aussi, les émissions, par exemple, pour Moussoya, c'est de 10h à midi. Donc, ce n'est pas évident. Effectivement, c'est la radio dont on peut couper les oignons, on peut regarder son riz, on peut laver les enfants, on peut même s'occuper de la vaisselle et tout. On peut faire beaucoup de choses avec la radio parce que c'est les oreilles qui écoutent et on n'a pas à regarder, on n'a pas à rester figé. Donc, ça peut aider. Mais en général aussi, les femmes sont beaucoup
toujours occupés. Donc ce temps de se poser, d'écouter, de capter, de donner son attention et d'interagir, ce n'est pas évident pour toutes les femmes encore. Mais nous comptons sur vous et vivement des émissions pareilles pour qu'on puisse comprendre que la radio est un outil d'éducation et cette éducation ne sera jamais, ne va pas porter des fruits si les hommes et les femmes n'ont pas accès en même temps. Bandjougou, êtes-vous d'accord avec Koumba? Bon, en réalité, il y a effectivement des pesanteurs qui peuvent amener des femmes à être réservées, mais je crois que de plus en plus, elles prennent des initiatives pour participer au débat public. Et je pense que beaucoup de sensibilisations ont été faites dans ce sens pour amener les femmes à s'exprimer. Mais nous avons constaté que sur des sujets thématiques, nos sœurs, nos mamans interviennent peu, mais il s'agit de réaliser une émission Soumou pour libérer les téléphones. Et là, vous allez voir que ce n'est pas les hommes qui interviennent. C'est beaucoup plus les femmes qui interviennent. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont beaucoup plus intéressées? Je pense que le combat que nos mamans portent doit être beaucoup plus porté sur la promotion que sur l'ambiance. Donc, est-ce que ça veut dire que les femmes s'intéressent beaucoup plus à l'ambiance qu'à l'actualité de façon générale? Globalement, celles qui s'intéressent à l'actualité relèvent d'une certaine élite. Et cette élite n'a pas suffisamment travaillé à se faire accompagner par la grande majorité silencieuse des femmes qui devrait renforcer l'élite à avoir le pouvoir qu'elle peut chercher pour les femmes. Parlons du nombre de radios qui existent au Mali. Est-ce qu'on connaît le nombre exact de radios qui existent au Mali aujourd'hui? Bon, en réalité, c'est des chiffres qui évoluent quotidiennement. Je vous explique. J'ai dit que nous revendiquons à peu près près de 500 radios. Je peux vous dire que l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali a aujourd'hui 476 radios. Et, à ma connaissance, toutes les radios sont aujourd'hui membres de l'URTEL. Maintenant, la HAC a donné des autorisations à des radios qui n'ont pas encore commencé à émettre, ou certaines radios émettaient dans l'illégalité, qui ont été fermées, ou il y a des radios qui continuent encore, compte tenu de l'absence de l'État dans certaines localités, à diffuser dans l'illégalité parce qu'ils n'ayant pas les documents administratifs qu'il faut. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avec exactitude vous donner le chiffre. Sinon, aujourd'hui, nous avons plus de 450 radios opérationnelles. Et la HAC continue d'attribuer des fréquences de radio. Justement. Mais honnêtement, laquelle la HAC continue à attribuer des fréquences est une nécessité. Mais seulement, les radios ont été mal distribuées sur le territoire. Nous avons 703 communes. Et si nous avons une radio, une commune, ou une commune, une radio, ce n'est pas un problème parce que c'est un outil de développement local. Mais dans des localités comme Bamako, comme Ségouville, comme Sikasso, il y a un désordre. Dans la mesure où une localité qui a besoin de 3-4 radios se retrouve avec une vingtaine de radios. Ce n'est pas bon. Michel, quand vous comparez avec d'autres pays, est-ce que vous pensez que le Mali compte trop de radios, on va dire, pour une population estimée à environ 20 millions d'habitants? Alors, est-ce qu'il y en a trop? En tout cas, on peut se féliciter qu'il y en ait beaucoup. Et ce que M. Danté raconte, c'est quelque part l'histoire de la radio. Les radios pirates, mais déjà depuis la naissance de la radio, la question de la licence pour parler, d'avoir le droit d'avoir une fréquence, d'être autorisé, toutes ces autorisations, toute cette histoire jusqu'à aujourd'hui se joue. Et le fait que le Mali ait tant de radios, pour moi, ça veut dire que les gens ont envie de s'exprimer, les gens ont envie de s'entendre, de s'écouter. Bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Koumbaba, il faut être vigilant sur ce qui est dit. Bien sûr, il y a des choses qui sont dites. À partir du moment où on a une audience, il faut la respecter, il faut respecter la société à laquelle on parle. Donc, est-ce qu'il y en a trop ? Ça, c'est pas tellement à moi d'y répondre, j'avoue. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut se féliciter d'un pays, le Niger est un peu dans la même situation que le Mali, où les gens ont envie de créer un lien, de se faire entendre, de proposer quelque chose. Et le nombre traduit ça, traduit une société qui aspire à la démocratie, bien sûr, au dialogue, qui aspire, bien entendu, aux droits des femmes, en tout cas à faire entendre l'autre moitié de la société, je pense. Et c'est une évolution, en tout cas, qu'on ne peut que constater. Et le nombre de radios traduit ça, à mes yeux. En plus de créer des radios pour fournir de l'information aux citoyens lambda, est-ce que la Fondation s'est donnée également comme mission d'accompagner
d'accompagner les radios qui existent dans les pays où elle intervient? Oui. La Fondation, de plus en plus, comme vous le savez, elle fait des médias, des radios dans différents pays d'Afrique, la plus grande étant Okapi, en République démocratique du Congo à l'origine, mais de plus en plus, on fait aussi ce qu'on appelle dans le jargon du renforcement de capacité. Ce qui veut dire en fait, d'une autre manière, la volonté vraiment de soutenir cet effort, parce qu'il est complexe, on comprend bien pour des raisons financières, bien souvent c'est compliqué, mais aussi pour des raisons de savoir-faire, la question de la formation des personnes impliquées dans la création de radios au niveau local, au niveau communautaire, nécessite parfois, quand ils le souhaitent, un appui de savoir-faire et de faire savoir, suivant la région reculée où il se trouve. Je pense que la Fondation Hirondelle fait ce travail et je pense qu'elle le fait du mieux qu'elle peut vraiment pour pouvoir apporter cet appui à travers Studio Tamani par exemple, mais parfois aussi et de plus en plus dans d'autres pays directement, là où les médias existent, là où il existe un service public en quelque sorte qui correspond à ce qu'on souhaite. Alors, je vous donne la parole tout à l'heure, M. Dante. On va juste écouter certains Maliens qui ont réagi sur les programmes des différentes radios qui existent à travers le pays. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces différents programmes? Ils sont au micro de Draman Maïga. Je suis une très grande fan des émissions radiophoniques, des émissions culturelles, artistiques. J'écoute bien. Alors, je pense que les radios de nos jours sont en train de faillir à leur mission. Le niveau de crédibilité en matière d'information que les journalistes fournissent sont peu. La plupart des émissions que nous écoutons sont les émissions qui ne sont pas aussi fiables que ça. C'est-à-dire il n'y a pas de preuves qui nous montrent que ça c'est vrai ou ça c'est faux. Et aussi l'usage de la langue. Il faut mettre beaucoup l'accent sur ça parce qu'en majorité les Maliens ne sont pas instruits. Donc rares sont les Maliens qui comprennent français. Donc la plupart des émissions, surtout les journaux, passent par la radio dans la langue française. Alors qu'il est important de mettre l'accent sur les langues locales pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe. J'aime bien écouter la radio tout le temps, que ce soit dans la journée ou dans la nuit. C'est quelque chose qui m'apaise. C'est un lieu pour moi d'échange, d'instruction, d'information et surtout le côté information et instruction. Les journalistes, pour moi, souvent, c'est un peu comme des instructeurs. Bandjougou Dante, un des intervenants estime que la radio est en train de faillir à sa mission. Êtes-vous d'accord avec lui, Omadi? Bon, ça dépend de la qualité des contenus que cet auditeur suit. Je suis convaincu que dans les productions qui sont faites régulièrement sur nos radios, honnêtement, il y a du très bon, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du franchement mauvais. Donc je pense que... il y en a du tout, quoi. C'est ce qui fait le charme de la chose. Mais je pense que c'est améliorer. Il faut améliorer. Il faut améliorer. Il y a du regrettable. Tout à fait. Mais toujours par rapport au nombre des radios, je crois que Michel a trouvé l'expression appropriée. Il a dit qu'il y a beaucoup de radios au Mali, il ne dira pas qu'il y a trop de radios. Cela s'explique. Parce que la réglementation fait que les radios ne doivent pas aller au-delà de 80 km. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les supports nouveaux, on peut diffuser partout au monde, on peut être entendu, écouté partout au monde. Sinon, dans la réglementation, on ne doit pas aller au-delà de 80 km. Quand on voit les territoires maliens, c'est un territoire qui est très vaste, mais les radios sont mal distribuées sur le territoire national. Vous serez surpris d'entendre qu'il y a beaucoup de radios au Mali, sinon trop de radios pour certains, mais il y a certaines parties du Mali qui n'ont accès à aucune radio malienne. Et ils écoutent même des radios étrangères, notamment dans les zones frontalières. Il y a des zones qui n'ont accès à aucune radio malienne. Qu'est-ce qui explique cela? Cela s'explique par le fait que ces zones sont des zones éloignées, les densités de population sont faibles ou les conditions de vie sont précaires dans la zone, alors ils sont très éloignés des centres où les radios sont installées. Donc quand on installe une radio dans une zone, il faut qu'il y ait au moins les conditions permettant d'assurer le fonctionnement. Donc si la zone est une zone déshéritée, naturellement, on ne peut pas aller installer une radio dans une zone où on ne peut pas assurer l'entretien de la radio. C'est ce qui amène des problèmes. Mais n'y a-t-il pas des organisations qui soutiennent certaines de ces radios-là dans leur Créer une radio et la maintenir en vie font des choses. Donc je crois que les radios sont créées, données aux communautés qui les accompagnent, mais dans certaines parties du pays, honnêtement, le besoin des radios est une réalité. Il y a encore des localités dans ces pays qui attendent leur première radio.
Certaines des informations diffusées par certaines radios ne sont pas crédibles, a estimé un Malien qui a réagi tout à l'heure. Êtes-vous d'accord, vous, Koumba, avec ce dernier? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et ça, ce n'est pas propre à la radio, ça, c'est propre à tout métier. Il faut que mon président est là, je le félicite, non seulement en tant que président d'URTEL, mais maintenant en tant que nouveau élu président de la Maison de la Presse. Je pense qu'il y a un moment, si l'État n'arrive pas à nous réguler, il faudrait que nous-mêmes, on s'autorégule. Et Dieu merci. Est-ce que ça veut dire que la haute autorité de la communication ne joue pas bien son rôle? Bon, je ne dirais pas que la haute autorité, pour moi, c'est toujours l'État, parce que c'est l'État qui l'a mise en place. Mais je parle même des professionnels des médias et aussi la plupart des radios privées sont des radios commerciales. Très peu de radios sont à but non lucratif. Donc, je pense que si on ne se régule pas nous-mêmes, notre audience va nous réguler parce que si on n'a plus de taux d'audience, si personne ne nous écoute, parce qu'à force de ne pas donner d'informations crédibles, à force de jouer le clown ou vraiment la marionnette sur le plateau, ne pas respecter, comme Michel l'a dit, ne pas respecter son audience, vraiment je pense que son audience ne sera plus disponible quand toi tu vas émettre. Donc je pense que soit nous nous régulons, si l'État n'arrive pas à le faire, soit on va à la faillite. Au début de votre intervention, vous disiez que la radio peut être une arme également qui détruit un pays. Est-ce que vous pensez que dans le cas du Mali, nous vivons cette situation? Bien sûr, nous vivons cette situation et tu sais bien, mon Modesta, je n'aime pas ça en toi parce que tu sais que je n'ai pas ma langue dans ma poche et tu veux m'amener sur un territoire où je risque encore d'avoir des flèches à la fin de l'émission. Mais nous avons des confrères déjà qui sont en prison. On a eu des confrères toute l'année dernière qui ont été en prison, à la prison centrale, qui ont été jugés. Certains sont libres avec liberté provisoire ou certains condamnés à sursis. Donc je pense que là, il y a un problème. Et ce n'est pas ce que nous espérons pour un pays qui patauge depuis combien d'années. Nous n'arrivons pas à avoir la paix, donc on est buté à tous les maux sociaux, économiques possibles. Donc vraiment, bien sûr que c'est une arme fatale, nous sommes en plein dedans, mais il y a encore de l'espoir. Mais vraiment, moi, je pense qu'on est sur la ligne très, très fine entre le décent et le non-décent. Et il est grand temps qu'on puisse se ressaisir et puis qu'on puisse surtout être un patriote. Et on a une radio qui s'appelle Patriote. Qu'on soit vraiment patriote pour savoir que n'est pas donné à tout le monde de parler à la radio. C'est presque un honneur. Donc, si on prend cet aspect-là en compte, que c'est un honneur toutes les fois que j'ouvre ma bouche, c'est parce que des gens ont fait confiance en moi. Et je ne dois pas abuser de cette confiance. Si je ne peux pas apaiser le cœur, je ne dois jamais être quand même celle qui va mettre de l'huile sur le feu. C'est une responsabilité sociale, c'est une responsabilité humaine. Et je pense que plus on incarne cela, et baby toto, quoi. Donc, tout le monde va avancer en se réservant un peu et en disant que si ce que je dis là tout de suite, est-ce que ça va beaucoup plus aider ou ça va plus détruire? Donc, si ça détruit plus que ça n'aide, je pense que ce n'est pas la peine d'être dit. Alors, parmi ces programmes, il y a les journaux. Michel Beuret, qu'est-ce que l'éthique et la déontologie du journalisme recommandent? D'abord, ils recommandent d'apprendre un métier. Le journalisme, c'est un métier, c'est une profession. Et effectivement, l'éthique, c'est la responsabilité individuelle du journaliste qui répond à des normes de production, qui répond à ce que disait Mme Koumbaba tout à l'heure, c'est-à-dire que la conscience qu'on parle, qu'on a un impact sur ce qu'on dit, la distinction claire entre le fait et l'opinion, entre la liberté d'expression et la liberté d'informer. L'information, ce n'est pas une opinion. Tout le monde a une opinion, mais le fait, la recherche de la vérité, la recherche de ce qui existe, oui, de la vérité, c'est un travail de journaliste. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, et c'est vrai c'est intéressant pour l'ensemble de la profession sur toute la planète. Comme les médecins, comme les avocats, les journalistes répondent à une éthique. La somme des éthiques individuelles et des chartes, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est une convention à laquelle les journalistes et les médias adhèrent et qu'on appelle le code de déontologie, en réalité. En obéissant à ce code de déontologie, on crée de la confiance. On cherche une audience, on cherche un public. À qui je parle? Ça veut dire de quoi je lui parle, qu'est-ce qui le concerne, qu'est-ce qui l'intéresse, comment je lui parle. Pourquoi je lui parle de ça maintenant? Cette vérité-là, c'est un miroir que le journaliste tend à la société en lui disant « regarde-toi ». Et la société, parfois, lui en veut à ce journaliste parce qu'elle
Hein, le matin, parfois, on n'est pas tout frais, on a des rides, on ne se plaît pas. Mais c'est quand même comme ça qu'on est. Une société peut se contempler. Et toute la société, ça, y compris des institutions, y compris des autorités, se contemplent dans ce miroir. Parfois, ça ne leur plaît pas, parfois, ça leur plaît. Le journaliste, je pense, sa déontologie consiste à ne pas faire la distinction entre ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, mais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et c'est la grande distinction entre un journaliste et quelqu'un qui n'est pas journaliste, mais qui, quand même, prend l'antenne parfois pour dire des choses qui sont parfois effectivement des bêtises. Est-ce que dans des contextes de crise notamment, vous recommandez que les médias se limitent aux faits? Alors moi je recommande que les médias se limitent exactement aux faits quand ils peuvent, mais ça veut dire aussi que saisir un fait, c'est le comprendre. Voir, ce n'est pas forcément comprendre. Voir, c'est parfois interpréter. Donc comprendre et dire ce qu'est un fait est une chose qui n'est pas si simple en réalité. Et donc le journaliste, lui, il apprend à déceler un fait, à combiner un fait, à donner sa juste proportion à un fait, et enfin à relater ce fait de manière à être compris par celui qui l'écoute. Et ça, c'est toute une profession, c'est tout un métier. Ça ne s'improvise pas. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Le talent sans travail n'est qu'une sale manie, disait un chanteur. Et donc, il y a du talent et après, il faut du travail. Et il faut une carte de presse. Il faut aussi savoir pourquoi on s'engage dans ce métier, à quoi ça sert de le faire, pourquoi une société se grandit quand elle le fait. Et aussi pour l'auditeur, savoir distinguer, puisque ses oreilles, vous êtes dans un pays où les gens aiment la musique, vous êtes tous férus de musique, et l'oreille, c'est aussi une manière de distinguer, parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi la parole. Vous en parliez tout à l'heure, l'oralité, c'est très important. L'oreille, même une personne qui peut-être n'a pas fait d'éducation, qui n'a pas reçu une instruction scolaire, son oreille lui fait savoir si quelqu'un lui ment. Alors, Bandjougou Danté, est-ce que, Michel parlait tout de suite de formation, est-ce que les fêtières de la presse au Mali contribuent à aider les agents, notamment de radio, à se former? Je pense que des initiatives sont prises. C'est toujours insuffisant quand le nombre est important. Sinon, rien que les différents programmes que nous avons avec la Fondation Hirondelle, à travers des formations délocalisées, nous nous battons pour essayer de former le plus grand nombre de travailleurs des radios. Mais il faut reconnaître quand même que depuis un certain temps, avec la précarité, coronavirus en a rajouté, et le départ de certains partenaires, les formations se font de plus en plus rares. Mais il ne faut pas que l'on se dise que les formations se limitent essentiellement à mettre les gens entre les quatre murs. Aujourd'hui, il y a un accès facile au savoir à travers Internet. Si les gens veulent apprendre, si les gens veulent comprendre, ils ont toutes les possibilités. L'une des premières possibilités que les hommes des médias maliens ont, c'est l'existence d'aînés qui ont bien fait ce travail, qui sont majoritairement en vie encore et qui sont prêts à servir. C'est là extrêmement important. Deuxième chose, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller chercher des bouquins dans la bibliothèque, mais il s'agit seulement d'écrire seulement formation en radio ou tel format de la radio pour avoir l'ensemble des informations vous permettant de faire la pratique. Sur Internet. Bien évidemment. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, le savoir est beaucoup plus accessible qu'hier. Donc si hier quelqu'un peut dire que je suis venu d'Europe, d'Amérique avec tel livre que personne n'a, aujourd'hui, cela n'est plus le cas. Parlons des conditions de travail des agents de radio également. Dans un reportage diffusé vendredi 11 février 2021 sur Studio Tamani, il y a un animateur notamment qui disait qu'il a passé 20 ans, il n'est pas payé dans sa radio. Ce sont les auditeurs souvent qui viennent lui donner de l'argent. Ça dépend des conditions dans lesquelles la radio est créée, les gens sont arrivés, ont été maintenus et ont accepté de travailler. Sinon, comment tu peux avoir comme activité principale pendant 20 ans, tu n'es pas payé, tu n'es pas parti. Donc moi je crois que la réalité dépend de chaque radio. Chaque radio a une histoire. Est-ce que ça encourage ce qu'on peut appeler entre guillemets la médiocrité? Ça encourage la médiocrité dans la mesure où la radio, il faut faire la distinction nette entre le travail journalistique et l'animation à la radio. Tous les travailleurs de la radio ne peuvent pas être considérés comme étant des salariés. J'ai 1 heure par semaine. Je fais autre chose. Ça dépend de l'accord que vous établissez avec la radio en question. Et dans ces conditions, c'est la personne même qui vient utiliser l'outil à radio qui doit contribuer à son fonctionnement. Maintenant,
nous mettons surtout l'accent sur ceux qui ont choisi le métier d'informer. Maintenant, avoir des gens qui viennent pour donner l'information et qui en réalité sont laissés à eux-mêmes pour faire ce qu'ils veulent, c'est ce qui est dangereux. Donc je crois qu'au niveau de chaque organe, il y a un modèle économique qui doit être développé. Ce modèle économique doit déterminer... Ça doit être développé, mais est-ce le cas en ce moment? Chaque radio a un modèle économique plus ou moins viable. Plus ou moins? Plus ou moins viable. Plus ou moins viable. Ça dépend et avec les agents de la radio, chacun est une spécificité. On va demander à Koumbaba son point de vue. L'histoire même de la radio au Mali. Nous avons une réalité qui est différente de beaucoup d'autres réalités. On va y revenir. Koumbaba, quel est votre point de vue sur les conditions de travail des agents de radio au Mali? Bon, moi, je ne peux pas vraiment dire plus que le président, parce que d'abord, je ne suis pas agent de radio. Moi, je suis de la dernière catégorie qu'il a ébauchée. J'ai vu en la radio un outil qui pouvait me servir et servir à véhiculer le message que je voulais, et j'ai fait un partenariat avec un promoteur de radio pour qu'il puisse servir à diffuser Moussoya. Et j'entends souvent cette plainte-là où les gens disent « je suis là depuis 20 ans, je suis là depuis 15 ans », mais je pense qu'il faut aussi voir entre les lignes. Personne ne vient quelque part pendant 20 ans, tous les jours, de 7h jusqu'à 21h, sans qu'il ait son gagne-pain, il serait parti. Il serait parti. La personne serait partie. Donc, pour justement, moi, la façon dont cette personne peut avoir son gagne-pain, est-elle juste? Moi, je pense, je ne suis pas là pour juger. Parce que s'il n'y a pas violation du code de travail, qu'il n'y ait jamais eu un contrat entre eux, je ne sais pas la réalité entre. Mais moi, je sais aussi que personne ne restera quelque part là où tu n'es pas servi, où tu n'as pas ton gagne-pain. Parce que tout le monde rentre dans quelque chose à cause d'une raison, d'un objectif. Maintenant, comme il a dit, moi je pense que les modèles économiques des radios semblent marcher. Il y en a qui sont là depuis plus de 30 ans. Il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans. Et tous les jours, comme il a dit, les nouvelles radios se créent. Et le personnel de radio, je pense qu'ils ont en tout cas, je vois beaucoup qui ont des high turnover. Donc les employés partent assez souvent. Parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de contrat type. Mais c'est très important aussi de dire qu'il y a les journalistes, il y a nous autres. Parce que moi, je suis communicante. Donc, la communication est complètement différente du journalisme. Parce que la communication, c'est de la vente. Mais je me suis réservée parce que là, je suis sur un territoire, je vais dire, notre RSE. C'est une responsabilité sociétale que Moussoya a voulu donner. Donc là, on répond à une autre dynamique. Donc, tout le gens dit, Koumba, j'ai dit, non, je ne suis pas journaliste. Pourquoi, quand tu as quelqu'un sur ton plateau, tu ne laisses pas à dire ce que j'ai dit? Non, parce que moi, je réponds à une certaine ligne. Je veux qu'on parle du genre des inégalités et la réalité des inégalités. Donc, si toi, tu as un autre agenda, tu viens dire que nous, les femmes, sont sorties des codes des hommes. Quand tu autopsies un homme, tu as 32 codes. Quand tu autopsies une femme, elle en a pas. Mais moi, je vais te couper la parole. Donc, Michel, il faut aller le cas par cas. Voilà. Cette mauvaise condition de travail des agents de radio dénoncés de part et d'autre, est-ce que vous pensez que c'est général à travers le monde? C'est tendanciel en tout cas, c'est sûr. C'est sûr que pour construire la confiance, il faut construire la stabilité et l'inscrire dans la durée. La confiance, on sait tous, dans les relations interpersonnelles et dans les relations avec, justement, avec un médecin, avec un avocat, avec un média, et là, ça se construit dans la durée. Pour que ça se construise dans la durée, il faut qu'il y ait de la stabilité. Pour qu'il y ait de la stabilité, il faut que les journalistes restent et prennent de l'expérience, prennent, comme on dit, de la bouteille, c'est-à-dire c'est ça, en fait. Ce métier, il s'apprend de manière très empirique. Et si les gens doivent partir parce qu'ils n'ont pas de revenus, eh ben c'est des jeunes qui prennent leur place et qui, bon, dans un premier temps, vont subir éventuellement, on le voit un peu partout, hein, le coupage, hein, déjà. Ils vont subir une forme ils auront un ascendant, ils recevront un ascendant de la part de gens qui penseront qu'ils sont là pour faire passer des idées, des informations, des choses qui les intéressent et qui n'intéressent pas forcément l'intérêt, qui ne sont pas forcément d'intérêt général. Mais pour des raisons de précarité économique,
qui vont le faire et qui vont même aller le chercher, qui vont aller dans la direction de là où ils vont recevoir quelque chose. Et c'est finalement le hasard de la programmation, des conférences de presse, des choses comme ça, qui va faire un menu, un programme pour certaines radios. Et puis là, évidemment, se pose la question, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est utile pour les gens? Bien souvent, moi j'ai ma réponse, je pense que chacun pourra déduire la sienne, mais bien souvent, en tout cas, ça ne fait pas un média d'intérêt général, d'intérêt public. Ça fait une somme de petites choses qui ont été recueillies par des journalistes en herbe qui souvent ne le restent plus parce que c'est compliqué. Et puis, il y a effectivement l'autre part, il y a l'animation de débats, de thématiques, de discussions qui sont souvent confondues avec le journalisme parce que, voilà, quelqu'un qui anime un plateau télévisé de divertissement sur une chaîne en Europe, tout le monde dira « le journaliste a dit », mais en fait, on sait bien qu'il est animateur en réalité. Donc, cette confusion... comme il y en a tant sur le métier de journalisme, on est en train de bifurquer sur le métier et on quitte la radio, mais on voit bien au Mali que la radio et le journalisme d'information sont deux choses qui se recoupent beaucoup. Et c'est un des dangers, c'est la confusion de tous les genres. Cette idée que tout le monde peut être journaliste du jour au lendemain, ou même en très peu de temps. Non, ça prend du temps. Et pour que ce soit durable, il faut que le journaliste soit rémunéré pour une compétence acquise par la formation et par son expérience. On a parlé d'évolution et d'innovation, on va maintenant parler de connexion. Est-ce qu'au Mali, les radios sont connectées? Est-ce qu'elles travaillent ensemble? Le support que nous sommes en train d'utiliser en est la parfaite illustration. Vous avez commencé votre émission introductive en disant que nous sommes sur 85 à radio. Et vous n'avez même pas parlé des chaînes de télévision. Donc je pense qu'il y a cette connexion qui est en cours. Et également, au niveau délocalisé, les radios à longueur de journée arrivent à se connecter à travers ce qu'on appelle la synchronisation. Et il y aura à partir d'une station mère, les autres radios peuvent diffuser le même élément. Et aujourd'hui, le développement technologique fait qu'effectivement, cette connexion est beaucoup plus facile. Mais cette connexion dépend aussi des aléas du débit Internet que nous connaissons chez nous. Cette connexion devrait-elle être renforcée et comment, selon vous, Koumbaba? Bon, l'union fait toujours la force, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Et moi, je crois à la mutualisation des efforts. Et comme on vient de le dire, Bandjougou, à Studio Tamani, on vous a vu au début. Et maintenant, on sait que tous les jours, le network, le réseau s'agrandit. De la radio, c'est les réseaux sociaux maintenant, c'est la télé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités et nous ne pouvons que grandir en mutualisant nos efforts, en reconnaissant nos forces et faiblesses. Bandjougou a dit, si tu vois les 1 240 000 km² que le Mali a comme superficie et la distribution des radios, elle est complètement inégale. Mais il peut aussi avoir des synergies d'action même au-delà de nos frontières. Parce qu'il a dit les radios qui peuvent être captées sur les frontières. Donc nous aussi, si on a des informations clés, rien ne nous empêche de leur dire, parce que de la Mauritanie, c'est à Néma, donc c'est les Norois, c'est toi qu'ils captent. Donc on peut aussi même voir la connexion au-delà de nos frontières parce qu'il y a d'utilité publique. Et je veux aussi revenir sur les connexions même, avant d'aller dans les médias, même les connexions interpersonnelles. Ça, c'est très important. Entre les agents même des radios. Alors, Michel, à vous, il nous reste juste une minute. Est-ce que la Fondation Hirondelle prône cette connexion entre les différentes radios? Vivement. La Fondation Hirondelle cherche à créer du lien et d'une certaine manière, l'hirondelle cherche à s'envoler lorsque le lien est créé. Donc, c'est ça l'objectif. C'est d'être un passeur. Merci beaucoup à nos trois invités. Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Koumbaba, animatrice de l'émission radiophonique Moussoya, et Michel Beré, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle. Je rappelle que ce grand dialogue, vous pouvez le suivre à partir de 21h30 sur Énergie TV et Beledougou TV et à partir de 23h sur Renouveau TV. Vous le retrouverez également sur notre site web www.studiotamani.com.
studiotamanis.org. À la régie vidéo et audio, Salim Diouara et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Mais ce week-end, n'oubliez pas le programme Jeune. Et je rappelle également que la charte d'antenne des radios et télévisions du Mali, qui a été élaborée par Studio Tamani en partenariat avec la Haute Autorité de la Communication, la Maison de la Presse, l'URTEL et la Fondation Twindi, sera présentée demain ici à la Maison de la Presse à Médina Koura. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.